Des quartiers iconiques de la magnifique Los Angeles. Un doux matin d'hiver, comme c'est la norme dans la Cité des Anges. Santiago Lopez est un homme discret, de ceux dont le quotidien est des plus réglés et des moins excitants. Âgé d'une petite cinquantaine d'années, la plupart de ses cheveux se sont déjà fait la malle. Sous une moustache épaisse et blanchissante, l'hispano-américain travaille depuis des années dans cette institution du centre-ville. Il est un membre de l'équipe de nettoyage, affecté aux rotations en journée. Le métier est difficile, voire exténuant. Mais sans plan épargne-retraite et pour pouvoir bénéficier d'une assurance santé, le quinquagénaire n'a d'autre option que de bosser dur. Oui, c'est ça aussi, le rêve américain. Tout un système, celui de l'oncle Sam. Si tu peux payer, tu vis et tu épargnes. Si tu ne peux pas, eh bien, tu trimes. Et Santiago Lopez, finalement, est comme des millions d'Américains. Il n'a pas le choix. Aujourd'hui est un matin comme les autres, et pourtant, lorsqu'il pénètre dans le magnifique hall de l'hôtel, une chape de plomb lui tombe immédiatement sur les épaules. Depuis plusieurs semaines, une jeune femme a disparu. Certains suspectent que le bâtiment y soit pour quelque chose. À la réception, un couple mécontent hurle sur la réceptionniste. L'eau de leur chambre est d'une couleur douteuse qui tire sur le marron et elle sent mauvais. L'homme de ménage, comme à son habitude, longe les murs et disparaît dans cet anonymat qui le caractérise. Personne ne voit ce petit personnel dont il fait partie. Et après tout, c'est pas toujours une mauvaise chose. Mais pour une fois, la donne est différente. Un des managers l'aperçoit et, comme pour se sortir de cette situation délicate, s'adresse à lui, la voix tremblante. « Monsieur... » Il regarde le badge de Santiago. « Monsieur Lopez, merci de monter sur le toit avant votre prise de service et d'aller observer l'état des réservoirs d'eau. » Allons bon. Cette journée qui démarre allait être du genre de celle que l'employé de l'hôtel ne supporte pas. Celles qui sont jalonnées de rebondissements. En prenant l'ascenseur de service, Santiago est pris de panique. Un sentiment de terreur l'envahit. Il est comme scotché au sol. Ses chaussures de sécurité lui semblent plus lourdes que la gravité. La transpiration lui coule dans la nuque et il est saisi d'un pressentiment absolument désagréable. Comme si quelque chose de terrible était en train de se passer. Alors qu'il serait bien resté à sa place, à l'abri dans sa tanière, il va bien malgré lui être l'une des pièces maîtresses d'un jeu qui lui échappe. La malédiction serait-elle de retour? Santiago Lopez ne peut s'empêcher d'y songer alors que ses dents claquent de panique. Nous sommes le 19 février 2013. Les portes grincent, les volets se ferment. Il est 9h et c'est l'heure H de mon histoire. 15 étages, près de 700 chambres, et un passif très particulier, des plus terribles même. Le Stay on Main Hotel n'a pas toujours porté ce nom. Santiago refuse catégoriquement de le prononcer, comme si le fait de le dire pouvait entraîner une catastrophe supplémentaire. L'ascenseur de service de cette institution est certainement l'un des plus vétustes de toute la métropole de Los Angeles. À chaque étage qui passe, des grincements faisant penser à des ricanements se font plus présents. L'homme de ménage, lui, se sent pris au piège dans cette boîte de conserve en ferraille, de laquelle il voudrait bien sortir. Il n'est pourtant pas du genre claustrophobe, mais cet ascenseur-là, on dirait que les portes de l'enfer vont s'ouvrir sous ses pieds. Enfin, l'hispanique réussit à se calmer. Respire profondément en se rappelant des conseils de sa femme qui pratique le yoga depuis plusieurs années. Alors que l'appareil s'ouvre enfin sur le toit baigné de lumière dans le tumulte du centre-ville, il est plus détendu. Seules ses jambes en coton trahissent encore cette appréhension qui est la sienne. Il ne peut l'expliquer, le technicien. Pourtant, il éprouve un sentiment horrible au cœur de sa poitrine. Une peur bleue, paralysante, comme celle de son enfance,
où l'irrationnel dépasse le rationnel de telle manière que tout semble lui échapper. Il n'a plus la capacité d'être maître de ses mouvements, et pire, de ses émotions. Il connaît la réputation de l'hôtel dans lequel il travaille depuis plusieurs années. Cela ne fait aucun doute. Il s'est déjà passé de drôles de choses ici. Plusieurs fois. De nombreuses fois même. Il a entendu des histoires. Mieux que cela, il a cru entendre derrière les portes et dans les couloirs de service comme des murmures. Du genre de ceux qui viennent des profondeurs de la spiritualité. Des démons. Certaines odeurs aussi. Des ambiances particulières. Des visions rendues troubles par la puissance de mondes parallèles. D'ailleurs, Santiago Lopez, fervent croyant, n'avait plus jamais quitté son chapelet une fois sa première journée terminée. Et les visions n'étaient restées que visions. Son dévouement à Dieu, ses croyances aussi, lui avaient permis de passer entre les gouttes. L'homme en était certain, du moins, c'est ce qu'il pensait. Devant lui se trouvent les 4 grandes cuves immenses remplies d'eau et chargées d'alimenter les centaines de chambres du bâtiment. Un peu plus de 1000 gallons chacune, soit juste en dessous de 4000 litres. De véritables châteaux d'eau. Chacune de ces cuves est équipée d'une trappe de service qui sert à vérifier l'intérieur du récipient géant. Alors, les mains moites, Santiago se saisit des poignets et ouvre la trappe pour regarder. Première cuve. Rien. Le préposé passe à la suivante. La deuxième trappe s'ouvre plus difficilement. À l'intérieur, l'eau limpide et dormante ne montre aucun signe de dérangement. Le préposé pousse un grand ouf de soulagement. Avant-dernier récipient, là encore, rien. Lopez commence à croire qu'il tient le bon bout. Son pressentiment n'était qu'une idiotie. Et puis, il ouvre la dernière trappe, jette un œil presque distrait à l'intérieur. Bien mal lui en a pris. À l'intérieur de la cuve d'un peu moins de 4000 litres, flotte un corps entre deux eaux tournées vers lui. Ses yeux pâles comme la mort le fixent d'un air plein de sévérité et de désespoir. Santiago Lopez ne peut retenir un cri qui résonne dans la cuve et fait vibrer l'eau. Il croit, l'espace d'une seconde, voir la jeune femme qui repose au fond en train de lui sourire, d'un air narquois tout à fait perturbant. Et avant de se précipiter pour en avertir ses supérieurs, l'employé de l'hôtel prend le temps d'observer ce visage. Aucun doute, il s'agit bien de la jeune femme disparue, Elisa Lam. Tout s'explique. Autant la faible pression de l'eau que la couleur brunâtre et l'odeur signalée dans certaines chambres de l'hôtel depuis des semaines. Oui, j'ai bien dit, depuis des semaines. Nous sommes le 31 janvier 2013. Une vingtaine de jours avant la terrible découverte. Elisa Lam, vêtue d'un gilet de couleur bordeaux, appelle l'ascenseur pour descendre à la réception. Les portes s'ouvrent et la jeune femme entre d'un air détaché. Pas tout à fait rassurée, mais loin d'être paniquée. Elle se penche, appuie sur l'un puis l'autre bouton et vient se lever dans l'un des coins de la cabine. Mais moins de 2 secondes plus tard, voilà qu'elle s'avance, d'un œil furtif, regarde à gauche dans le couloir, puis à droite, avant de se replanter en plein milieu de la cabine, attendant que les portes ne se referment. Mais elle ne bouge pas d'un poil. Soudain, un bruit. Elle se colle contre la paroi. Vient se coller cette fois tout près du panneau, regroupant les boutons qui permettent de commander l'accès aux étages. Les mains jointes en avant de son corps, elle ne peut résister à regarder de nouveau dans le couloir. Elle sort de l'ascenseur, reste plantée devant la cabine, rentre de nouveau, ressort, puis les mains sur la tête, paniquée. Elle semble terrifiée par ce qu'elle peut voir ou entendre. Elle revient dans l'ascenseur et s'acharne sur tous les boutons pour pouvoir descendre, ou du moins changer d'étage. Mais la machine, elle, imperturbable, ne bouge toujours pas. La jeune femme, face à l'immobilisme du monstre d'acier, ressort, fait face au couloir et se met à gesticuler dans tous les sens. On devine qu'elle parle en bougeant ses mains. Durant une dizaine de secondes, elle semble mener une conversation lunaire avec un couloir qui paraît vide, puis quitte les lieux,
laissant les portes de l'ascenseur se refermer. Ainsi se résume 2 minutes 30 d'images de vidéosurveillance publiées par la police de Los Angeles après la découverte du corps de la jeune femme. L'affaire prend une ampleur phénoménale lorsque l'héritage de l'hôtel explose à la face du monde. Certes, il est connu depuis bien longtemps, mais lors du changement de propriétaire et de nom, toute la ville a cru à un nouveau départ. Il semble pourtant que les enfers ne se soient pas résignés à déserter les couloirs et les chambres de cet établissement historique. Le Stay on Main Hotel n'existe pas d'ailleurs. Tout le monde, au creux des conversations remplies de murmures et d'histoires macabres en tout genre, l'appelle par son ancien nom, celui qui terrifie les vivants et qui réveille les morts. Cecil Hotel, la maison de l'horreur. Notre histoire commence il y a bien des années de cela. Nous sommes le 15 janvier 1947. La ville de Los Angeles, depuis quelques semaines, est plongée dans une torpeur hivernale. Les températures ne cessent de chuter et les arbres, tortueux et torturés, ne portent plus aucune feuille sur leurs branches. Nous ne sommes pas au Cecil Hotel, non, pas cette fois. Le géant de briques n'est pas loin, certes, mais il n'est qu'une toile de fond à cette histoire terrible que je m'apprête à vous raconter. James Collins est un enquêteur du LAPD, Los Angeles Police Department. Trench coat et borsalino vissés sur la tête, le jeune flic est au volant de sa voiture de service, une Chevrolet. Il vient d'être appelé en urgence près d'un terrain vague, décor somme toute assez courant dans cette partie de la métropole de Los Angeles. On y a retrouvé le corps d'une femme. Il semblerait qu'il soit dans un si mauvais état qu'il n'y a plus rien à faire pour elle. Pas de bol. James vient d'avaler son donut et son litre de café au coin de la rue. Mais bon, il se dit qu'il en a vu d'autres et surtout que son expérience va lui permettre d'éviter le fameux haut-le-cœur qui souvent assaille les genoux. Ce n'est plus son cas depuis longtemps. Pourtant, ce qu'il découvre au milieu de la brume et des bruits de la décharge voisine va le terrifier pour le restant de sa vie. Là, au bord d'un fossé, repose un corps coupé en deux. Les jambes sont sur la route, alors que le tronc, lui, entièrement vidé de son sang, repose un peu plus loin. La nausée ce matin-là, Collins l'a eu aux tripes. Et pire encore, la tristesse gagna sa gorge lorsqu'il reconnut la jeune femme victime de ces sévices terribles. Elizabeth Short, celle qu'on appellera bientôt le Dahlia noir. C'est donc certainement venu le moment où vous allez me demander quel est le lien entre l'une des affaires criminelles les plus mystérieuses de l'histoire des États-Unis et le Cecil Hotel. Patientez encore une minute. Cette affaire du Dahlia noir va secouer tout le pays, tant et si bien qu'au fil des années, ils seront près d'une 50aine à se dénoncer aux autorités. C'est énorme, cela va sans dire. Mais jamais aucune personne ne sera condamnée pour cette tragédie qui a pris la vie d'une jeune femme aux envies et aux rêves de grand écran et d'Hollywood. Mais c'est cependant lors de l'enquête préliminaire, après la découverte de son corps, que les choses vont s'accélérer pour le Cecil. Des témoins, ils sont plusieurs, affirment avoir vu cette jeune femme totalement en panique dans le hall d'entrée de l'hôtel. Ce serait le dernier lieu dans lequel elle aurait été aperçue en vie. Le Cecil serait-il un endroit dans lequel la mort a pris ses habitudes ? Vous ne pouvez pas encore imaginer à quel point cela est vrai et à quel point cela est absolument terrifiant, inhabituel, macabre. Le Cecil Hotel, très peu de temps après son ouverture, devient en effet l'antichambre des enfers. Mais pour comprendre cela, nous allons devoir utiliser une nouvelle fois la machine à remonter le temps et creuser dans les profondeurs parmi les plus abyssales. Le Cecil Hotel est une réalisation architecturale somme toute banale qui sort de terre en 1924. Son propriétaire, qui s'installe au cœur de downtown LA sur Main Street, a pour objectif d'y accueillir une clientèle d'affaires de plus en plus présente et fortunée à la suite de la victorieuse Première Guerre mondiale. Les États-Unis se sont mobilisés dans le camp des vainqueurs. Et à cette époque bénie, le pays en profite à tous les niveaux. Nous sommes au cœur de ce qu'on appelle la prohibition. Et dans l'établissement de Main Street, comme ailleurs,
on se sert de la couverture de lieux de résidence pour vendre de l'alcool de contrebande, sous le comptoir. En bref, tout va pour le mieux. Le Cecil Hotel est donc certainement aussi un repère de gangsters en costard 3 pièces venus d'Italie. Cela ne va pas durer longtemps. Le Cecil Hotel, comme le reste de l'économie du pays, encaisse de plein fouet le choc du krach boursier de 1929. Le quartier devient le Skid Row. Comprenez qu'il est particulièrement mal famé et le Cecil Hotel, de fait, perd de sa superbe et de son standing. Il devient une demeure de passe avec des résidents à l'année qui ne sont certainement pas des hommes d'affaires. Non, là on y croise des toxicos et des prostituées. Voilà ce que le luxueux établissement finit par devenir en l'espace de quelques années. L'hôtel, au fond, tombe en désuétude et commence à ne faire parler de lui que pour des raisons particulièrement funestes. Les morts suspectes vont s'enchaîner. Impossible, totalement, de vous lister ici la totalité des décès recensés, mais voici une chronologie des plus célèbres. W.K. Norton, en 1931, se suicide dans sa chambre sans aucune raison apparente. Il est le premier de la série qui suit. L'année suivante, un homme se colle une balle dans la tête dans sa salle de bain. En 1934, Louis Borden, sous-officier de l'armée US, se tranche la gorge. 1937, une femme tombe du 9e étage avant de mourir de ses blessures à l'hôpital. En effet, son corps atterrit dans les câblages du téléphone. Impossible de déterminer la cause de la chute. Septembre 1944, alors que la guerre touche à sa fin, Dorothy Jean Purcell, une jeune femme enceinte jusqu'au cou, réside quelques jours avec son compagnon au Cecil Hotel. Durant une nuit, elle perd les os et accouche seule dans la salle de bain, sans réveiller son compagnon. Et alors que rien ne permet de comprendre pourquoi elle a agi ainsi, elle ouvre la fenêtre de la chambre et jette son nouveau-né. Il meurt évidemment sur le coup, et la jeune femme, alors que rien ne l'avait jamais laissé présager, est reconnue non responsable de ses actes. La cause ? Aliénation mentale. On continue. En 1962, Julia Frances Moore se suicide en sautant du 8e étage. Elle traverse un puits de lumière 6 étages plus bas avant de s'écraser au sol. La même année, Pauline Houghton se dispute avec Dewey, son ex-mari, et saute du 9e étage et vient percuter un pauvre bougre qui passe sur le trottoir. Les deux meurent sur le coup. Cette liste, je pourrais vous la continuer des heures. Le Cecil Hotel se pare d'un drap noir, celui des horreurs et des incompréhensions. Si l'affaire du Dahlia noir est certainement la plus connue de toutes celles ayant trait au Cecil Hotel, elle n'est assurément pas la seule. Si le lien entre Elizabeth Short et l'hôtel n'a jamais pu être effectué, certains continuent aujourd'hui de murmurer que c'est entre ces murs que la jeune actrice aurait été vue vivante pour la dernière fois. Rien ne semble, au début des années 20, au moment de sa construction, être à l'origine d'une quelconque malédiction qui aurait frappé l'endroit de plein fouet. Non, cette succession de drames violents, peut-être, ne relève pas du diable en personne, du moins pas entièrement. Le quartier malfamé de Skid Row et la population de passage qui s'y trouve est loin d'être considérée comme étant dans la norme. Non, inutile de préciser que les gens résidant dans le Cecil sont généralement ou à la marge ou en proie à des soucis financiers ou personnels. Drogue, alcool, maladies vénériennes sont menées courantes dans ce lieu de débauche. Et il n'est pas rare en effet de voir de pauvres âmes se jeter par la fenêtre ou se suicider dans les chambres d'hôtel. Certains, de manière sarcastique, avancent même le fait qu'aucune des 700 chambres n'aurait été épargnée. Cela est certainement très exagéré, mais tout de même, l'aura du Cecil est assurément très particulière. Sur cette première frise chronologique que nous venons de dresser, il n'est nullement question d'intervention maléfique. Les gens meurent, certes, mais Belzébuth ne semble impliqué dans ces décès. Du moins, pas encore. Cela va changer. Au milieu des années 80, un homme dont tout laisse à penser qu'il cache des secrets terribles dans son placard pose ses valises au Cecil Hotel. Son nom ? Richard Ramirez. Et dans son sac à dos,
c'est le diable en personne qui l'amène avec lui à Los Angeles. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H se penche aujourd'hui sur l'histoire du Cecil Hotel, ouvert au cœur des années 20 dans une ville de Los Angeles aux prises avec la prohibition. Très rapidement, l'établissement est confronté à des vagues de suicides et de disparitions pour le moins inquiétantes et terrifiantes même. L'endroit, dès ses premières années d'ouverture, jouit d'une réputation des plus particulières. Certains commencent même à parler de malédiction. L'horreur, bientôt, s'apprête à s'inviter à la table du paranormal. J'espère que vous êtes prêts. Les tragédies ne font que commencer. Nous sommes en 1985, dans le hall en marbre blanc au luxe suranné du Cecil Hotel. Ne se trouvent là que des âmes en peine, en marge d'une société qui refuse de les comprendre et de les sauver. Rien ne va plus dans ce quartier de Los Angeles que les dealers fréquentent en toute impunité. Les petites frappes côtoient les prostituées qui tentent de se maintenir à flot en vendant leur corps bien souvent fatigués et mutilés. Voilà le quotidien du personnel de cet hôtel qui voit passer depuis déjà bien des années des gens aussi bizarres que tordus. Personne donc n'est surpris, et surtout pas Jen, l'une des réceptionnistes, lorsqu'un grand hispanique aux cheveux touffus et bouclés passe devant elle en caleçon et chaussettes pour remonter par le grand escalier central jusqu'à sa chambre. Oh, la scène est particulièrement cocasse, vous en conviendrez, mais Jen, elle, en a déjà tellement vu dans son travail qu'elle ne cherche plus à comprendre. Pourtant, elle aurait dû. Ce résident, elle le connaît. Il vit ici depuis quelques mois déjà et paye sa chambre 14 $ la nuit, ce qui est, se dit en passant, un tarif imbattable dans la capitale des anges. Il ne parle pas, quasi jamais. Très sale, il fait des va-et-vient, surtout la nuit, pour ne revenir qu'au petit matin. Chaque fois, c'est le même cinéma. Il est couvert de sang, de la tête aux pieds. Et au lieu d'aller planquer ses fringues dans une poubelle à l'écart, il préfère se déshabiller et les jeter dans le conteneur qui se trouve devant la porte principale de l'hôtel. Et donc ensuite, remonte en caleçon dans sa chambre. Bon, cela n'a jamais choqué personne, ni même interrogé. La police, jamais durant son séjour, n'aura été contactée par un membre de l'hôtel ou par un résident, alors que le profil de Ramirez, déjà, vous l'avouerez, est particulièrement suspect. C'est moins qu'on puisse dire. Le jeune homme, la nuit venue, se glissait dans les maisons pour commettre cambriolage, viol et meurtre. Il sera accusé d'avoir ôté la vie à 14 personnes. Ce total est certainement à nettement revoir à la hausse. Le Night Stalker, comme on le surnomme, sera arrêté après son passage au Cecil. Mais pourtant, rien ne prouve encore aujourd'hui qu'il aurait tué des gens dans sa chambre d'hôtel. Oui, mais le tueur en série est connu et reconnu pour être l'un des tueurs sataniques parmi les plus terribles de l'histoire du crime. Et des murmures encore parlent de rites qu'il aurait menés dans sa chambre et qui auraient, par la même occasion, renforcé l'aura maléfique de ce lieu qui, année après année, est tombé en déliquescence. Et vous allez le voir, Richard Ramirez non seulement va faire tomber sur le Cecil une chape de plomb, mais pire, va faire des émules. Le procès de Ramirez aura un tel retentissement médiatique qu'un deuxième tueur en série va séjourner dans le Cecil durant quelque temps tout en y commettant des meurtres. Il s'appelle Jack Unterweger, on le surnomme le tueur de Vienne. Il est un de ces psychopathes que personne n'a envie de croiser. Autrichien de naissance, il a entretenu une relation incestueuse avec sa mère, puis assassiné une jeune fille parce qu'elle ressemblait à cette dernière. L'homme en prison suit des études de journalisme, rédige un ouvrage où il parle de rédemption et qui lui donne une petite notoriété. Il est libéré pour bonne conduite et immigre aux États-Unis. Première chose qu'il fait,
Il réserve une chambre au Cecil Hotel. Certainement parce qu'il aura eu vent du séjour de longue durée de Ramirez, Unterweger s'y installe et compte bien y rester aussi quelque temps. Mais de rédemption, chez cet homme, il n'y en a aucune. Il profite de son statut de journaliste pour suivre des patrouilles de police dans certains quartiers. Oh, ce n'est pas innocent. Ces moments privilégiés lui permettent de faire des repérages, puis de revenir sur les lieux afin d'étrangler des prostituées qui travaillent dans les pires quartiers de L.A. Il rentre ensuite tranquillement dormir au Cecil Hotel. Il aura en tout et pour tout tué 12 femmes. En tous les cas, et sans rentrer dans le détail de ses affaires, elles ont toutes le même dénominateur commun: l'hôtel. L'aura particulière qui entoure ce lieu au passé de plus en plus lourd ne disparaîtra pas durant la décennie 1990 et lors du passage vers le nouveau millénaire, bien au contraire. Le 1er septembre 1992, un homme est retrouvé mort dans la ruelle qui longe le Cecil, victime d'une chute du 15e étage. Son corps est tellement abîmé qu'on ne pourra jamais l'identifier. Il est vrai qu'entre ce décès pour le moins mystérieux et la disparition tragique d'Elisa Lam en 2013, plus aucun fait divers macabre ne fut à déplorer. Mais la jeune femme ne sera pourtant pas la dernière victime de ce terrible lieu. En 2015, un corps est retrouvé entre les portes du Cecil. Un jeune homme de 28 ans, non identifié, qui aurait lui aussi sauté d'une des fenêtres. L'avalanche de décès reliés à l'hôtel nous amène nécessairement à nous poser des questions, et les plus improbables. Comment expliquer cette terrifiante sinistrose? Le Cecil serait-il maudit? Aurait-il été frappé du sceau du diable? Lorsqu'on étudie de près la question, ce n'est plus si saugrenu que de le croire, bien au contraire. Et pire, comment expliquer que rien ne semble être fait pour tenter de mettre un terme au carnage? L'hôtel ne ferme pas, les morts se bousculent et les propriétaires, peut-être de manière bien cynique, surfent sur la réputation sulfureuse du lieu pour faire entrer de l'argent, alors que jamais l'établissement n'aura réussi à retrouver son lustre d'antan. Vous avez dit étrange? Patience. Nous allons tenter de trouver des éléments de réponse. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Aujourd'hui, l'heure H est consacrée à l'histoire du Cecil Hotel. Ce bâtiment historique, au cœur de la ville de Los Angeles, est le théâtre de bien des histoires criminelles. Il semble être sous le coup d'une terrible malédiction depuis qu'une série de mystérieux décès y sont à déplorer depuis le début des années 30. Mais comment analyser ce qui semble être inexplicable? Comment justifier cette accumulation de morts suspectes et d'aventures rocambolesques? Le Cecil Hotel est-il hanté? Ou bien la cible de ragots sans fondement et reposant sur la simple envie de faire du buzz? Tentons de creuser jusqu'à la source de ce mystère insoluble. Nous sommes au début de l'année 2017. Le luxe désuet du Cecil Hotel, pour la dernière fois, se montre aux yeux de tous. Matt Baron, les clés dans les mains, monte une ultime fois dans l'ascenseur. Il est seul. Tout autour de lui règne un calme plat, angoissant, troublant. À chaque étage, une petite cloche sonne dans une solitude terrifiante. Le grand Matt, PDG de la société disposant d'un bail de 99 ans sur la propriété, fait le tour des chambres. De son doigt, il frôle les tapisseries et les portes, se glisse parfois à l'intérieur des chambres et monte de nouveau dans la cage d'ascenseur pour grimper toujours plus haut dans les étages. Bientôt, il est au 15e et dernier niveau. Enfin, c'est en réalité le 14e, puisque le 13e n'existe pas. Superstition à l'américaine, qui, dans le cas du Cecil Hotel, n'aura servi à rien. Matt Baron est de ceux qui croient aux forces supérieures.
Il est persuadé intimement que le bâtiment est un nid à esprit et que des sorts ici et là ont été jetés par des âmes plus ou moins troublées. Le Cécile corrompt les esprits depuis des décennies, pénètre les consciences et rend fou. Les démons, les esprits ou les ondes, appelez cela comme vous voulez, mais il se passe ici quelque chose. À la lecture de certains numéros de chambre, ses poils se hérissent et son sang se glace. Ici, un meurtre dans les années 30. Là, des suicides. Là encore, la chambre de Richard Ramirez. Matt Baron finit par redescendre, sort les clés de sa poche et attrape sa sacoche restée sur le meuble de la réception. Iconique, les vitraux du hall d'entrée baignent l'ensemble de lumière. Pas un bruit. Il est le seul à faire corps avec cet endroit dont il a l'entière responsabilité. Et lorsqu'il se dirige enfin vers la sortie, derrière lui résonnent les cris de celles et ceux qui, pour toujours, resteront prisonniers de cet hôtel dont la malédiction semble infinie. Nous sommes en 2017, et cette fois, le Cecil Hotel ferme ses portes à double tour. Ainsi ferme l'hôtel le plus connu et le plus craint de Los Angeles. La pandémie de Covid stoppa net cette campagne de rénovation devenue nécessaire pour un bâtiment dont les dorures commençaient à se ternir. 90 années de service et le point final à une vie de débauche et de terreur pour un hôtel dont la réputation n'est plus à faire depuis longtemps. Aux dernières nouvelles, qui datent de la fin d'année 2021, l'établissement allait rouvrir en tant qu'agglomérat d'appartements proposés aux foyers les plus modestes. Le Cécile est devenu un incroyable symbole de la pop culture, héros malgré lui de la 5e saison de la série horrifique American Horror Story, ou sujet de nombreux documentaires. Il faut dire que l'atmosphère de cet endroit est particulièrement bizarre. Les chambres semblent annihiler toute raison et appeler au pire sévice. Difficile, d'autant plus de quantifier le nombre de personnes qui y ont perdu la vie, mais les chiffres avancés par certains donnent le vertige. Amy Price, qui en fut la DG quelques années, explique dans un documentaire sur le sujet qu'elle a recensé plus de 80 morts en 10 ans de service. Alors, exagération pour faire parler de l'hôtel ? Peut-être pas, tant les profils de psychopathes qui s'y sont succédés sont variés. Mais ce qui fascine d'autant plus, bien plus encore qu'un Richard Ramirez qui y séjourna, ce sont les mystères entourant certaines disparitions. Celle d'Elisa Lam, évidemment, dont l'histoire, à elle seule, suscite l'horreur. Classifiée en noyade, le procès a mis l'accent sur la personnalité bipolaire de la jeune femme. Sa mort continue d'interroger au plus haut point. Comment est-elle arrivée dans les cuves présentes sur le toit, si loin de sa chambre, si loin de la cage d'ascenseur dans laquelle elle a été filmée ? Et puis parlons-en d'ailleurs, de cet enregistrement absolument terrifiant, qui nous montre une jeune femme qui semble apeurée, persuadée d'être suivie, totalement aux abois. Est-ce le seul signe de sa bipolarité ? Aurait-elle été victime d'une crise ? Peut-être. C'est évidemment une possibilité, mais la vidéo ne peut que nous permettre d'éclaircir un doute bien justifié. Suicide, overdose et meurtre sont le quotidien de la vie de cet endroit particulièrement bizarre, fréquenté notamment par un Richard Ramirez qui rentrait dans sa chambre le soir les vêtements tachés du sang de ses victimes. Rien ne prouve qu'il ait tué quelqu'un dans l'enceinte du Cécile. Sa seule présence, alors même que ses jeans et ses t-shirts revenaient trempés de sang, interpelle là aussi. Il ne fut jamais inquiété, ce qui, vous en conviendrez, est des plus particuliers. Et que dire de ces sordides histoires de satanisme qui ont été en vogue dans les couloirs et dans les chambres pendant tout un temps ? Là encore, cela place le Cecil Hotel dans une catégorie d'établissements pour le moins infréquentables. C'est certainement en partie ce qui explique d'ailleurs sa fermeture en 2017. Rénovation, ok, mais aussi le besoin de se faire oublier. L'affaire Lam réveilla de nombreux démons et l'hôtel en pâtit les années suivantes, avant la fermeture définitive de ses portes. Inutile de dire que l'émoi en fut tourlatif.
Rien de plus normal avec une effroyable destinée de ce genre, non? Quoi qu'il en soit, cette histoire nous ramène à nos peurs les plus primaires, celles qui brouillent les frontières entre le rationnel et l'irrationnel, celles aussi qui nous empêchent parfois d'être lucides. Satan s'est-il pris de passion pour le Cécile, comme certains ont bien voulu le faire croire? Ou bien les premières histoires sordides n'ont-elles pas fait état de cris de ralliement d'âmes tourmentées, voulant se servir de la réputation de l'hôtel pour surfer sur la vague? Nul ne le sait. Il y a en tous les cas de quoi se torturer les méninges et imaginer toutes les options. C'est peut-être cela aussi qui nous terrifie le plus et nous attire vers ce genre d'histoire sordide et inexplicable. Notre sens du réel refuse obstinément de s'y confronter. Le bâtiment, en tous les cas, est sauvé. Avant sa fermeture en 2017, la ville de Los Angeles décida de classer le lieu en tant que bâtiment historique, actant ainsi sa préservation globale ainsi que celle de son fameux hall d'entrée, particulièrement passé à la postérité. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur ce sujet. Il n'est pas rare en effet d'apprendre que ceux qui évoquent ne serait-ce que le terrible nom du Cecil Hotel soient victimes d'événements étranges. Le mal, peut-être finalement, a-t-il placé à jamais son sceau diabolique sur cet endroit. Je vous propose ainsi de nous quitter avec un extrait issu d'un ouvrage sorti aux États-Unis à la suite de l'affaire Lam et qui axe ses investigations autour du paranormal. Steph Young, c'est le nom de l'auteur, et évoque dans Tales of Unexplained Mystery les nuits passées au Cecil par un homme qui ressort totalement traumatisé de cette expérience. Il note ceci. James Edward Garcia a passé 3 nuits dans l'hôtel après la mort d'Elisa, emportant avec lui un enregistreur. Il pense que l'esprit d'Elisa est venu à lui, alors qu'il se trouvait dans sa chambre d'hôtel. Il demande « Qui t'a tué ?» Une voix répond sur l'enregistrement « Ils l'ont fait ». Dans l'ascenseur, celui-là même où Elisa a été vue pour la dernière fois, il capte une voix qui dit « Vous feriez mieux de ne pas entrer. Restez à l'écart. » Dans le hall, une voix féminine chuchotée dit « James » à plusieurs reprises. De retour dans sa chambre, son équipement d'enregistrement capte ce qui semble être de nombreuses voix, une cacophonie. Une voix féminine se fait entendre. « Sauvez-moi, s'il vous plaît. Sauvez-moi. » Une voix d'homme dit « Elle est morte. Oui, du sang. Mise à mort. » La voix féminine revient. « S'il vous plaît, sauvez-moi. » Sur quoi James crie « Qui êtes-vous » Une voix très grave répond « Ils l'ont tué. » Suivie d'une voix plus aiguë. Une graine de démon. Une nuit, il a également dormi dans la chambre que le tueur en série Richard Ramirez appelait sa maison lorsqu'il était en pleine folie meurtrière. Au milieu de la nuit, il est entré dans cette chambre et a trouvé la télécommande de la télévision sur le sol, sans le couvercle de la batterie, et une bouteille de Tylenol sur le côté, sur la table, entre les lits. L'hôtel Cecil est-il imprégné de démons qui jouent avec ceux qui y séjournent, qui entrent dans leur tête? Alors le Cecil Hotel entre de Satan ou sujet de fantasmes les plus fous? Je vous laisse le soin d'apporter votre conclusion en la matière. Je ne voudrais pas, à mon tour, être frappé de malédiction. Voilà pour ce récit glaçant, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.